détail chaque point abordé depuis tout à l'heure. Donc, voilà quelques exemples de photographies prises depuis quelques années. On a un attaque belge qui est assez connu en 1990. On a Tournefeuille dans le sud de la France où on a eu un ovni pris avec un zoom. Donc on voit une vague forme existe, mais bon, on ne peut quasiment rien en tirer. Et plus récemment, nous avons les fameuses lanternes thaïlandaises qui, vues telles quelles, n'apportent strictement rien et qui ne prouvent même pas que ça pourrait être des lanternes en termes de photographie. Donc, comme je l'ai dit, même si l'image est de bonne qualité et que la réalité du phénomène est montrée, il n'y a aucune nouvelle information qui est apportée. Et la seule façon d'avoir une information scientifique, c'est l'analyse du spectre. Alors, spectroscopie, c'est quoi? C'est une technique qui est très connue, qui est énormément utilisée en astronomie. Donc, on s'en sert beaucoup pour l'analyse des astres, pour la loi de Hubble notamment. Et comment dire, c'est une technique qui peut être appliquée pour le grand public. Donc la lumière, un petit rappel, pourquoi on parle de spectre? La lumière, c'est une onde électromagnétique, au même titre que les ondes radio ou les rayons X. Et donc nous ne voyons qu'une petite bande d'ondes qui va de 400 nanomètres, c'est une unité à 700 nanomètres. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre visible. Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, pour voir ce spectre, il suffit d'utiliser un prisme. Et donc, c'est la séparation des différentes ondes qui permet de déduire la nature physique du corps qui la émise. Donc on peut voir ici un spectre naturel qu'on peut voir. Dans ce cas-là, ce sont les fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère qui permettent de diffracter la lumière. Et donc ce que vous voyez quand on dit un arc-en-ciel, ce n'est autre que le spectre du soleil. Là, vous avez un autre exemple. Dans ce cas-là, c'est un spectre artificiel d'un tube fluorescent. Donc vous avez au milieu des deux spectres, ce qu'on appelle l'ordre 0, c'est-à-dire la lumière qui n'est pas diffractée, et de part et d'autre le spectre. Vous avez le spectre à gauche, le spectre d'ordre -1, et à droite le spectre d'ordre 1. Donc vous pouvez voir par exemple dans ce cas-là qu'il y a ce qu'on appelle des raies spectrales en émission qui sont caractéristiques. Je crois me rappeler que celui-là c'était un tube à vapeur de mercure. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer d'un spectre? Alors plusieurs choses. Tout d'abord la composition chimique de la source, à savoir est-ce que c'est du sodium, du mercure, du scandium. La température de la source. S'il baigne dans un champ magnétique, ça c'est un élément qui est plus important. J'imagine mal un avion qui baignerait dans un champ magnétique de plus tard Tesla. Et enfin, la vitesse. C'est-à-dire que si on arrivait à filmer un ovni avec un réseau de diffraction, on pourrait, de par l'écart des raies spectrales au cours de l'évolution de l'objet, déterminer sa vitesse par effet Doppler. Alors, au lieu d'utiliser le fameux prisme qu'on a vu tout à l'heure pour diffracter la lumière, le plus simple est d'utiliser ce qu'on appelle un réseau de diffraction. Alors ça se présente sous la forme d'une petite diapositive avec un film plastique composé de raies fines de 500 traits par millimètre, c'est-à-dire autant de traits qui vont agir comme des petits prismes et diffracter la lumière. Alors celui-ci, le réseau qu'on diffuse par le biais de l'association, c'est un réseau de diffraction 500 mm par un fournisseur américain, Rainbow Symphony, qui les vend par paquet de 500 et ça revient à 20 centimes d'euros pièce. Alors vu le bas prix de ces petits équipements, nous, à InfoScience, on préfère les donner. C'est-à-dire vous nous envoyez une petite enveloppe, peut-être pré-timbrée, nous on incorpore le réseau et on vous le renvoie directement. Sous une semaine, vous le recevez. Donc pour prendre un spectre, tout simplement, vous placez le réseau de diffraction devant l'objectif et en le tenant par le cadre. Alors vu qu'il coûte assez peu cher, dites-vous aussi qu'on peut le considérer comme du consumable. C'est-à-dire qu'il est très sensible à l'humidité, aux traces de doigts,
Il est extrêmement fragile, il faut faire très attention. Alors, la fameuse opération lancée aux États-Unis au début des années 50. Vous voyez ici une femme de l'US Air Force qui présentait le fameux appareil avec sa bonnette spectroscopique. Donc vous pouviez à l'époque, par un premier objectif, celui de gauche, prendre un ovni dans le visible, tout simplement comme vous l'auriez fait avec un appareil photo classique. Et le second objectif, à droite, muni d'une bonnette spectroscopique qui permettrait d'en extraire le spectre. Donc vous voyez à droite ce qu'on suppose être les spectres récupérés sur les anciennes lumineuses par le biais de cet appareil photo à l'époque. Seconde opération, par le GEPAN en 1977, dont vous avez un fameux dessin de Jean-Pierre Petit. Chef, la chose, on la met devant l'œil, devant l'objectif, sans commentaire. Donc voilà, on suppose qu'ils n'ont pas suivi de formation. Comme je disais, l'avènement du tout numérique a dû faire que ces bonnettes, étant proposées à l'origine dans des simples tiroirs, ont fini tout simplement dans la poubelle. Et en 2007, l'opération que nous lançons au sein du FOSScience, vous voyez ici la diffusion à grande échelle sur le territoire français. Actuellement, c'est la majorité qui est diffusée. Il y a plus de 90% en France et 10% à l'étranger dans 17 autres pays. Donc actuellement, il y a une grosse demande qui commence à se faire de la part de l'Amérique du Sud et des États-Unis, mais aussi du Canada et notamment du Québec. Donc on imagine si chaque pays du monde, tel que ça avait été, avait une opération telle que celle-ci, comme on a fait en France, était faite, on pourra avoir des centaines de milliers de réseaux de diffraction dans le monde. Et donc statistiquement, on augmenterait sensiblement les chances d'avoir un jour un spectre d'OVNI. Alors comment vous en procurer? C'est facile. Vous pouvez passer par le site de l'association, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en nous envoyant une adresse qu'on vous fournirait par email, une enveloppe pré-timbrée avec votre adresse. Ou alors vous pouvez vous en commander aux fournisseurs de l'éducation nationale, comme Jelin ou Piron, qui les vendent, je crois, une dizaine d'euros pièce, ou auprès d'un fabricant aux USA, Rainbow Symphony, qui eux en vendent plus par paquet de 500, et donc ça vous revient à quasiment rien. Alors, on a l'outil, maintenant, comment l'adapter sur votre appareil photo? Alors vous avez soit les porte-filtres qu'on peut trouver dans le commerce, pour l'adapter par exemple sur des appareils réflexes grâce à un porte-filtre ou ces appareils compacts. Autre moyen, on peut dire que c'est du fait maison, c'est grâce à Jean-Christophe Devré qui a eu cette idée, il y a 2 ans maintenant, de créer un support qui permette d'adapter un réseau sur un appareil photo, l'appareil photo d'un téléphone portable. Alors il est composé d'une cache diapositive avec 4 petits ressorts qui eux proviennent de disquettes 3 pouces. C'est-à-dire il suffit de monter une disquette 3 pouces pour récupérer un ressort. Et de tout monter sur des petits patins en caoutchouc. Le tout permettant de l'adapter sans problème sur votre appareil photo. Et enfin, la dernière idée du FOSScience, la bonnette à réseau autocollante pour téléphone portable. Donc on y vend actuellement une dizaine d'euros pièce. Vous avez un petit cache qui constitue le réseau qu'on voit par-dessus, sur lequel il ne faut surtout pas poser le doigt du moins en dessous. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter de démonter cette petite bonnette. Et un autre cache avec le logo FOSScience qui protège la colle qui vous permettra de coller votre réseau sur l'objectif de votre appareil photo. Le tout peut être monté sur votre téléphone portable, ce qui fait que vous pouvez complètement l'oublier. C'est-à-dire le jour où vous verrez un ovni, il vous suffit de décrocher, d'enlever la capsule et de coller. Donc ça c'est inspiré des petits gadgets qu'on peut trouver au Japon, qui sont très à la mode, qui permettent de poser des filtres de couleurs ou des images directement sur l'appareil photo. On a fait un dérivé et on a créé cette fameuse bonnette autocollante. Donc, quoi faire si vous voyez un ovni?
Alors, première chose à faire, évidemment, c'est passer le réseau dans l'objectif. Deuxièmement, c'est prendre plusieurs photographies. Il ne faut pas hésiter à bombarder le phénomène et faire en sorte d'avoir la source du phénomène et son spectre associé dans le même cliché. C'est très important. Et surtout, ne jamais zoomer. Et l'important est d'avoir une source qui soit la plus ponctuelle possible. Après la fin de l'observation, il faut prendre au moins un cliché du fond de ciel dans la même direction, ne serait-ce que pour nous, afin de pouvoir enlever le bruit résiduel dû à votre appareil photo. Donc ensuite, simplement noter l'heure et le lieu exact de l'observation pour qu'on puisse ensuite faire notre propre enquête et nous fournir des clichés d'étalonnage. C'est-à-dire que vous allez photographier des sources bien connues qu'on peut trouver dans les villes, qui sont par exemple les lampadaires de rue, qui sont soit au sodium ou au mercure, ce qui nous permet, nous, de pouvoir étalonner notre appareil. Ce sont des raies spectrales et comportent des raies spectrales qu'on connaît très bien. Donc, à la fin, vous faites une sauvegarde de ces clichés et vous ne les compressez pas. C'est-à-dire, il vaut mieux, à la limite, nous envoyer ces petits clichés par le biais d'une carte USB, ce qui nous permettra ensuite de les analyser en détail, parce que l'envoi par email risque de dégrader l'image. Alors, la prochaine initiative, très liée à cette opération, c'est une base de données spectrale qu'on a nommée UFOSPEC. Alors, le but, ce sera de collecter et d'analyser les spectres d'OVNI, mais également d'analyser tous les spectres des sources lumineuses qu'on peut trouver dans le ciel. Alors vous en avez deux là que j'ai mis, ce sont les phares d'atterrissage, par exemple des avions en phase d'atterrissage, donc les feux de position des grues, toutes sources qui peuvent être situées en altitude. Et deuxièmement, ça permet à toute personne équipée de s'entraîner à la prise de clichés de spectre, parce qu'on ne sait pas si toutes les personnes équipées ont déjà eu la possibilité de s'entraîner à la prise de spectre, à nous envoyer, nous procédons à l'analyse et on donne le résultat.